Bonjour, bonjour à tous. Rationalité contre l'irrationalité. Alors ce matin, pas réveillé, vous parlant de la rationalité. On entend de ci et là, alors ce sont après des philosophies un petit peu existentielles, de l'irrationalité. Vivons-nous réellement dans une matrice, comme certains le disent, ou une forme de matrice? En tout cas, ce que vous pouvez ressentir vous, voir, entendre, goûter, n'est pas une irrationalité pour vous. Votre cerveau la comprend comme une rationalité. La dernière fois, je vous avais mis une vidéo, notamment sur cette philosophe avec qui on partage ou on ne partage pas ses convictions, qui est Ayn Rand, qui n'est plus de ce monde, et qui, à un moment donné, le journaliste lui pose la question et lui dit Madame Ayn Rand, avez-vous foi dans votre esprit? Et de répondre à ce moment-là, aux journalistes, je n'ai pas foi dans mon esprit. Je suis convaincu de mon esprit. C'est-à-dire la rationalité. Donc Ayn Rand a le mérite de la rationalité. On lui pose la question, on lui dit, mais pour vous, l'amour est important, c'est les vertus. L'amour, c'est simplement un contrat, vous signez. Donc, si nous voulons faire l'expérience de l'irrationalité, là je dis le contraire de la rationalité, alors n'existez pas les amis. Ne soyez pas sur cette terre. Ne soyez pas l'observateur de votre propre vie. N'ayez pas de sens, les 5 sens qui déterminent justement l'objet, c'est-à-dire votre rationalité. Comment voulez-vous faire l'expérience de la soi-disant irrationalité ou on va dire de l'invisibilité? Enfin, l'invisibilité n'est pas forcément une irrationalité. L'invisibilité, oui, c'est là, c'est l'invisibilité. Prenons l'expérience du courant électrique. Bon, dans l'invisible, le courant, vous ne le voyez pas, les électrons, vous ne les voyez pas. Et pourtant, si vous appuyez sur votre interrupteur, la lampe va s'allumer. Votre grille-pain, le matin, va marcher. Vous allez aussi toucher vos différentes pensions, etc. Donc, vous voyez, l'invisibilité, quand vous avez appuyé sur l'interrupteur, la lampe s'est allumée. Mais pourtant, les électrons qui passent à travers les fils électriques, vous ne les voyez pas. Et pourtant, ça s'est manifesté dans quoi? Dans la rationalité, c'est-à-dire la matière. Alors certains vous diront, oui, mais la matière n'existe pas, c'est une illusion, etc. C'est une illusion à partir du moment où vous, en tant qu'individu, en tant qu'entité humaine ou objet, vous n'existez pas. Oui, vous êtes dans un ailleurs, vous êtes même pas dans un ailleurs, vous n'existez pas, tout simplement. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas être dans la rationalité. Regardez l'irrationalité des humains. Certains vous diront, ils sont mythos. Ils sont mythos, ils n'aiment pas les femmes. La femme, elle domine. La femme, elle est féminisée, etc. C'est incroyable, c'est terrible. Voilà, et moi, je suis vraiment... je ne peux pas. Je suis... Même moi, à un moment donné, j'étais très mytho. Ouais, mais j'ai des copines. J'ai des amis aussi, hein, voilà. Hein, vous voyez. Je discute avec elles, hein, voilà. Bah, je suis pas vraiment mitoy. Ou alors, il y a des mitoy avec le niveau 1. Excusez-moi, il y a du bruit avec les voisins, là. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et donc, à partir de ce moment-là, vous n'êtes plus un mytho. Vous voyez l'antinomie, c'est-à-dire que vous aurez des personnes qui disent oui, je suis mytho, mais en fait, non, ils ne le sont pas tant qu'ils le disent.
tant que ça, vous voyez. Ils sont toujours dans une espèce de paradoxe chez ces gens-là. Vous avez toujours cette espèce d'antinomie. Hein. Voilà, donc ça me fait un petit peu rigoler hein, quand il y a des personnes qui disent je suis mytho, mais en réalité, ouais, bah, tiens, j'ai rencontré quelqu'un, voilà, c'est extraordinaire. Vous voyez, l'espèce d'hypocrisie. En fait, vous voyez combien l'être humain, il est toujours dans des paradoxes, il est toujours... nous sommes d'ailleurs dans des paradoxes. Moi le premier, hein, je suis mytho, mais et j'ai des copines, je vous ai dit. Vous voyez? Donc je ne suis pas un vrai mytho, par exemple. Mytho, hein, c'est celui qui est un petit peu misogyne, qui a une forme de misogynisme, oui, j'aime pas les femmes, mais s'il rencontre une femme qui, elle, est différente des autres, il est plus mytho. Nous sommes plus mytho à ce moment-là. Bah non, moi le premier, c'est ce que je vous dis. J'ai des copines, voilà, j'ai au moins 5-6 copines. Sur ces 5-6 copines, je peux vous dire, il y en a moins une, ou deux même, qui courent après moi. Bah voilà, c'est comme ça. Hein. Bon, je raconte un peu ma vie, vous voyez, ma vie d'irrationalité, n'est-ce pas? Donc faites attention, parce que... Alors, c'est cette notion, pour revenir un peu de libre arbitre, où les personnes parlent du libre arbitre, nous avons le libre arbitre, pas tant que ça. Il y a des expériences qui ont été faites en neurologie, d'ailleurs vous avez un très beau cerveau là, qui ont été faites. Par exemple, vous avez une simple expérience qui a été faite, à quel point nous pensons commander notre conscient, alors que c'est notre inconscient qui, lui, est la partie immergée, pas la partie émergée, la partie qui est vraiment en dessous. Vous savez, c'est comme un iceberg. Vous voyez la partie, quand vous voyez la partie immergée, vous dites que c'est grand, que c'est gigantesque. Mais si vous saviez la partie immergée, elle est 3 fois, 4 fois plus grande. Vous voyez, l'inconscient remplit votre cerveau. Il est vraiment, c'est lui qui remplit. Et la conscience, elle a vraiment une toute petite part de quelque chose. Et vous pouvez d'ailleurs, ça c'est agaçant le bruit, je suis désolé. Vous pouvez à partir de là, par votre inconscient, par des méthodes comme l'auto-hypnose ou d'autres trucs, d'autres types de méthodes, permettre de contrôler plus ou moins votre conscient. C'est ce que fait un hypnotiseur. Il vous hypnotise. Parce que vous voulez à ce moment-là vous laisser hypnotiser. Parce que vous avez aussi beaucoup de charlatans. Comme partout. Voilà. Donc, si la rationalité est beaucoup plus, si vous voulez, quelque chose qui nous amène sur une voie intéressante, parce qu'en tant qu'humains, nous faisons une expérience. Nous ne sommes pas irrationnels. Vous avez vos sens et vous faites une expérience. Vous êtes irrationnel au moment où vous n'êtes plus humain. Vous n'êtes plus sur cette planète, par exemple. Donc là, vous êtes... on ne sait pas. On n'a même pas la réponse à ça, d'ailleurs. Vous comprenez? Et c'est ça le problème, c'est que vous avez beaucoup de gens qui vont arriver avec des choses, des philosophies rationnelles, existentionnelles, platonicistes, etc. Ou Platon, oui. Platon, c'est intéressant. Platon avait parlé notamment, vous voyez, par exemple, dans sa rationalité, qu'il y avait l'Atlante, les Atlantes, etc. Oui, on aurait découvert effectivement une ancienne, très ancienne civilisation qui s'appelait les Atlantes. Mais en même temps, Platon était toujours un peu dans des délires d'irrationalité. Alors après, vous avez eu d'autres philosophes qui sont arrivés pour contrer Platon, comme Nietzsche, ou comme Schopenhauer, ou comme Spinoza, qui vous parle du Dieu de la nature, par exemple. Il ne vous dit pas que, par exemple, comme dans les religions, il existerait un Dieu interventionniste. Non, mais qu'il existerait simplement des cycles. Quand vous regardez d'ailleurs la planète, elle subit des cycles. Les retournements de pôle, par exemple, là peut-être nous sommes dans un retournement de pôle. Les changements d'air, etc. Voyez, les changements. Ça, ce sont des choses qui sont des cycles, qui font partie, comme dans l'univers, les planètes, elles ont des cycles. Voilà, c'est tout. Comme nous avons nos propres cycles, nous changeons la peau tous les 7 jours, je crois, on change de peau, etc., etc., etc. Nous avons en permanence des changements de cycle. Les dames ont leur cycle. Les hommes ont leur cycle aussi, peut-être, je ne sais pas. De bonne humeur, de mauvaise humeur, de ceci, de cela. Voyez ? On dit que des fois une personne ne change pas. Je crois qu'à partir de l'âge de 7 ans, où c'est fixé. Non, c'est pas vrai. Non, il y a des changements dans la vie des gens. Vous pouvez avoir subi une certaine expérience de quelque chose, il y a des changements.
Et regardez, d'ailleurs, c'est rigolo, parce que quand on voit le cerveau, vous voyez même l'intercommunication entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droite. Vous avez ce qu'on appelle entre ces deux hémisphères, ce que l'on appelle le pont calleux. Hein. Vous avez le pont calleux qui est interconnecté avec énormément de câbles et qui peut communiquer entre les deux hémisphères. Mais vous voyez que ces deux hémisphères ne sont pas coupés en réalité. Il y a des ponts qui permettent de communiquer entre elles. Vous avez le cerveau gauche, là, a priori, hein, ça m'a l'air d'être, vous voyez, des gens, l'impression, dans des bureaux, vous voyez, qui travaillent, vous voyez, le cerveau linéaire, blablabla. Et là, vous avez le cerveau droit. La musique, la peinture, l'art. Vous voyez, l'art, d'ailleurs, c'est l'art, ce que disait Gilles Deleuze, disait que l'art, c'est la résistance. Parce que quand vous pratiquez l'art, vous créez une œuvre. Et le fait de créer une œuvre, elle est éternelle. Elle restera. Vous voyez ? Ça, c'est un acte de résistance, que disait Deleuze. Vous voyez ? Donc, l'interconnexion entre les hémisphères. Regardez l'hémisphère gauche, hop, qui rejoint l'hémisphère droite. Il a envie un petit peu de rêver, de faire de la photo. Vous voyez, vous avez un photographe, vous avez quelqu'un qui joue d'un instrument de musique, des parents sont avec leurs enfants, des grands-pères, des grands-mères. Vous voyez, ça c'est le cerveau droit, la créativité. La pensée finit par s'auto-matérialiser, dirais-je. Eh oui, la pensée s'auto-matérialise. D'accord. Parce qu'elle est une pensée, mais cette pensée a besoin d'un support. Elle a besoin d'un cerveau. Comme quand vous enregistrez votre voix. Si je vous parle en cet instant, vous ne pourriez pas m'entendre si vous n'auriez pas, par exemple, effectivement, un ordinateur qui vous permet d'avoir des enceintes, etc., pour m'écouter, en train de balitérer des bêtises. Eh oui, donc le support matériel est indispensable. Alors est-ce que ce sont les rayons? Est-ce que ce sont des influences extérieures qui peuvent me perturber? Possible. Parce que je vous ai expliqué, la nature ne fait pas la différence entre le bien et le mal. Il faut comprendre cela. La nature n'est ni bien ni mal. Ne dit-on pas quelquefois, par des dictons populaires ou des adages populaires, le malheur des uns fait le bonheur des autres? Voyez ? Et le bonheur des autres fait certainement le malheur de certains. Voyez ? Tout dépendra de votre objectivité. On en revient à l'objectivité, cette philosophie objectif, hein, l'objectivisme, si vous voulez, que Ayn Rand a expliqué. Hein, quand elle dit l'État, tant que vous aurez, dans son exemple, elle prend l'État avec l'économie, tant que vous avez l'économie avec l'État, vous avez une espèce de mixte, un peu comme on a eu à une époque l'État, la religion. Tant qu'on ne sépare pas ces choses, ça ne marche pas. Vous voyez bien les résultats aujourd'hui. Vous les voyez, les résultats. Le confinement, c'est l'État qui décide. Vous devez obéir. Nous devons obéir. On vient s'insinuer dans votre liberté à vous. C'est-à-dire, on s'insinue, vous voyez, c'est ça l'État, c'est la partie gauche, là, hein, qui dit à la partie droite, allez, 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 hop là, hein, vous revenez ici, hein, vous travaillez, faites ça, ça, ça. Voilà. Donc, ce matin, je faisais cette petite vidéo pour, voilà, vous expliquer ce qu'est la réalisation de la pensée, la rationalité. Alors n'allez pas chercher dans des arrière-mondes des choses complètement hypothétiques et ceci et cela. Parce que même vos intuitions sont de la rationalité. D'accord ? Sont aussi de la rationalité. Parce qu'elles vous disent quelque chose, elles vous disent, si tu prends cette décision-là, tu vas obtenir tel résultat. Voilà, vous dites, ok, c'est bon, j'obtiens ce résultat. Ça se concrétise dans la réalité. On vous dira, ce n'est pas une réalité. Écoute, moi, je vis ma réalité avec mes 5 sens. J'observe, je vois, j'entends. Regardez, par exemple, même des personnes qui ont perdu l'usage ou qui sont nées, par exemple, aveugles ou sourds, etc.,
eh ben, ils développent d'autres sens. Et ils sont quand même dans une réalité. Vous voyez ce que je veux dire? Ils vont développer d'autres sens. Donc, oui, la réalité est objectiviste. Alors bon, certains vous diront oui, mais par exemple, les fréquences de Schumann vont réagir sur vous, elles vont faire ça, ceci, cela. Si vous le désirez peut-être, mais si vous ne le désirez pas, si vous avez la puissance de volonté, quelle incidence pourront avoir ces ondes? Pas plus que d'autres, pas plus que celles qui sont nocturnes ou qui sont les rayons ultraviolets du soleil, ou que sais-je encore. Certes, ça peut déséquilibrer le monde de la réalité. C'est vrai qu'objectivement, on pourrait dire effectivement, si nous baignons par exemple dans un électrosmog, ça va avoir des effets. Je vous ai dit la dernière fois par exemple que le Wi-Fi, moi je ne supporte pas le Wi-Fi. Je le sens, mais je le sens physiquement. C'est vraiment quelque chose que je sens, qui est vraiment physique du coup. Voilà. Donc j'ai jamais dit que l'invisibilité, ou si vous voulez appeler ça l'irrationalité, si vous avez envie de l'appeler irrationalité, mais qui se concrétise dans la rationalité, comme le courant électrique, que vous ne voyez pas, et pourtant, ces effets sont là, c'est-à-dire que bah, vous ne pourriez pas allumer, s'il n'y avait pas de courant, s'il n'y avait pas d'électrons, votre lumière ne pourrait pas s'allumer, etc., etc. Et pourtant, vous ne les voyez pas. Tout simplement parce que vos sens à vous, ne permettent pas de voir ces choses. Mais imaginez par exemple que vous ayez des yeux bioniques. Hein, je vais prendre le transhumanisme. Vous avez des yeux bioniques. Vous savez, comme Steve Austin, vous vous rappelez de Steve Austin, là? L'homme qui valait 3 milliards, c'était un film, je me souviens, je crois que c'était dans les années 80 ou dans les années 70 avec Steve Austin. L'homme qui valait 3 milliards suite à un accident, un pilote de chasse va être reconstitué. Bon, il est reconstitué, on lui met un œil bionique, des yeux bioniques ou un œil bionique, et il est capable, grâce à cet œil, de voir très loin. Eh bien, il a développé un autre sens, matériel, hein, qui n'est simplement pas biologique, qui est un système électronique, optoélectronique, etc. Mais grâce à cet œil, il est capable de voir plus loin. Si vous étiez doté d'œil biologique ultra perfectionné, bah, peut-être vous pourriez voir les ultraviolets. Sauf que c'est une fréquence qui vous échappe. Vous voyez? Alors il faut revenir à la raison. Revenir à la raison, c'est ça qui est important. Parce que c'est par la raison que vous allez diriger votre vie. Et quand bien même il vous arriverait ou il nous arrive des choses dans l'existence, c'est une expérience, on se dit ok, j'ai échoué. Vous savez, en philosophie, on appelle ça le droit à l'échec. Alors, il y a des gens des fois qui ne comprennent pas ce droit. Pourquoi l'échec? L'échec, c'est pour nous montrer quelque part, nous avons raté quelque chose, nous n'avons pas eu, si vous voulez, le sens à ce moment-là de comprendre la chose et nous sommes tombés dans l'échec. Voilà. Mais l'échec est une expérience. Imaginez un joueur d'échecs qui ne perd jamais. Alors vous allez me dire, ah oui, j'ai un exemple, c'est Capablanca. Alors Capablanca était un joueur, effectivement, alors je passe un peu du coq à l'âne, mais c'est pour l'histoire de la rationalité quelque part. Capablanca, effectivement, quand il était à Cuba, gagnait tout le temps. Mais le jour où il est arrivé en Europe, il a été battu par des joueurs européens. Vous voyez? Donc, pour la première fois, Capablanca avait perdu. Moi, je ne connais aucun joueur d'échecs, même le champion du monde, hein, qui aujourd'hui est Carlsen, par exemple, hein, ne perd pas. Si, ça lui arrive de perdre. Moins que les autres, évidemment, il est le champion du monde, il a peut-être une analyse plus approfondie, l'expérience, etc. Mais il perd aussi. Même le meilleur des joueurs va perdre à un moment donné. C'est comme ça fait partie de l'échec. En philosophie, on appelle ça le droit à l'échec. Bon voilà, on a le droit à l'échec. Et après, d'ailleurs, souvent, c'est dans les échecs qu'on va encore rebondir plus loin. Et on va même atteindre des objectifs qu'on n'avait pas pensés. C'est-à-dire, vous avez eu un objectif, ça a été un échec, mais vous avez une nouvelle opportunité qui s'ouvre à vous, parce que vous l'avez déclenchée par votre pensée, et elle finit par s'auto-réaliser dans la réalité. Mais alors là, c'est 10 fois plus que ce que vous aviez imaginé. Vous voyez? À un moment ou à un autre, les choses se réalisent. Voilà. Mais
Attention, attention à la gorotisation, aux gens, les machins, les trucs, les ondes. Attention les amis, la fréquence de Schumann, les trucs, patati, patata. Vivez votre vie, vivez votre pensée. Faites ce que vous avez envie de faire. Réalisez ce que vous avez envie de faire. Alors, j'en conviens, comme le disait Arendt, les gouvernements ne nous y aident pas. Et là, je vous accorde le plein droit de cette réflexion et de cette conclusion, de ce revirement de voir effectivement qu'on nous taxe à droite, qu'on nous empêche de ci, Vous voyez, faut les enlever eux. Faut vraiment maintenant que le citoyen puisse enfin prendre son autonomie. Mais pour cela, évidemment, il faut faire un travail sur soi. Il faut que vous ayez un travail implicite pour que ça devienne ensuite explicite. Mais d'abord implicite en vous. Alors comment peut-on faire? On a des outils. On a plein d'outils. On a des outils. On a la culture, par exemple, qui va vous permettre. On a l'étude des sociétés. On a tout ça. On a plein d'outils. On a des outils comme, par exemple, la PNL, la programmation neurolinguistique. On a l'auto-hypnose, on a la méditation. À vous de choisir ce qui vous plaît le plus, tout en faisant attention à certaines choses. Parce que l'auto-hypnose, par exemple, l'hypnose, moi je vous dis, soyez prudent. Par contre, l'auto-hypnose, c'est vous qui la créez vous-même, votre auto-hypnose. Vous avez des phrases que vous vous répétez, vous vous mettez dans un état de, voilà, voyez, dans un état alpha, dans un état de relaxation. Et puis, vous faites comme le jardinier, vous voyez, le cerveau droit, là, c'est le jardinier. Tranquillement, vous vous mettez vos petits plants, et puis vous allez voir, ça va pousser. À un moment donné, ça va pousser et ça va s'auto-réaliser. Comme le jardinier, quand il met sa graine, au départ, c'est une simple graine, et puis ça devient une carotte, une tomate, une pomme de terre, ce que vous voulez. Ou même un hibiscus parce que vous avez mis un hibiscus, ou un grand chêne qui deviendra un grand chêne. Vous savez, c'est tout petit, c'est minuscule, et pourtant, vous voyez, c'est comme la pensée, c'est tout petit, puis ça finit par devenir un chêne. Donc vous voyez que cette graine qui était toute petite, est-ce que vous auriez imaginé un instant, la graine d'un chêne, c'est minuscule, c'est pas plus gros qu'un... C'est comme les séquoias. Alors là, on peut même prendre l'exemple du séquoia, c'est une graine qui n'est pas plus grosse qu'un grain de moutarde. Et pourtant, regardez ce qu'est un séquoia. Vous avez des séquoias qui ont 2000 ans, 3000 ans aux États-Unis, en Californie. Quand j'allais à San Francisco, vous aviez des séquoias, mais c'est gigantesque, gigantesque. Vous êtes vraiment tout petit. Et pourtant, la graine est minuscule, elle n'est pas plus grosse. Vous voyez? Cette toute petite graine a été capable de faire un séquoia. C'est pour vous dire la puissance de la pensée. Et moi, j'y crois fermement. Alors, est-ce que c'est suite... Moi, je vous dis franchement, ma vie, elle a changé suite au décès de ma mère et tout. Je me métamorphose, j'ai plus rien à voir. Enfin, je vois plus du tout la vie comme je la voyais avant. Vous voyez, à travers un échec, à travers une certaine expérience qui est forcément désagréable, vous pouvez aussi en retirer une force intérieure. Même si vous avez des moments de nostalgie, même si vous avez des moments où vous pensez à la personne, et c'est normal, c'est tout à fait normal. C'est normal, c'est comme quand vous avez effectivement une bande magnétique ou une vidéo où vous pouvez revoir vos souvenirs. C'est normal. Mais ça vous pousse de l'avant peut-être, je ne sais pas. Ça va dépendre. Ça va dépendre. Vous avez des personnes qui vont complètement s'écrouler et tomber dans une grave dépression. Et je ne juge pas. Mais c'est nous qui décidons aussi comment nous voulons orienter notre esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme disait Arendt, l'esprit, c'est une conviction. Et ce n'est pas une histoire de foi. La foi, laissez ça pour les rêveurs. La foi, c'est l'espérance en des choses que l'on espère, mais que l'on ne voit pas. Et patati. Et qu'est-ce que vous faites en attendant? Vous espérez dans votre foi que les choses vont changer, que tout va aller mieux pour vous. Alors vous ne prenez pas votre vie en main. Nous ne prenons pas notre vie en main à ce moment-là. Parce que je m'inclus aussi quand même. Il m'arrive de ne pas la prendre en main, bien sûr. Et c'est pour ça que c'est un travail d'ailleurs très difficile. Le travail de la volonté est très difficile. Parce qu'il y a tellement, par exemple, de sources extérieures qui peuvent venir vous perturber que ce n'est pas simple.
Je n'ai jamais dit que c'était simple. Attention, hein, que les choses soient claires, surtout encore plus aujourd'hui, bien sûr. Ça demande de redoubler notre effort, voire de le tripler même, ou le quadrupler peut-être. Mais c'est comme ça. Nous sommes sur cette terre, tant que nous sommes sur cette terre, nous sommes sur cette terre. Le jour où nous ferons nos adieux, nous partirons, alors nous partirons. Mais en attendant, vivons notre expérience sur cette terre, vivons notre expérience matérielle pour le coup, et réalisons nos objectifs si nous le pouvons au mieux de nos possibilités. Vous savez, vous connaissez cette histoire, alors je ne me souviens plus du nom de cette personne, c'est bien dommage. C'était un New-Yorkais qui avait fait une expérience avec 2 personnes. Et il avait laissé, je crois, 100 $ ou 50 $, quelque chose comme ça, à 2 SDF. Vous avez bien entendu, hein, 2 SDF. Et il y en a un qui s'est dit, ah bah j'ai 100 $, ah là 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 là, avec 100 $, je vais pouvoir m'acheter des sandwichs, je vais pouvoir me faire ci, je vais pouvoir faire ça. Bon bref. Le sandwich, admettons qu'il les ait plus ou moins gratuitement, mais bon. Et en même pas une journée, les 100 $ disparus. Mais qu'a fait son collègue, son congénère? Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a dit, ah, j'ai 100 $. Non, 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 non. Je vais les mettre calmement au chaud, je vais essayer de les placer quelque part, voir si ça peut faire des petits. Et puis tiens, après, je pourrais essayer de trouver un truc qui pourrait m'aider en plus à rapporter un petit peu d'argent que je vais mettre de côté. Et puis, on apprend que ce SDF n'est plus SDF. Parce qu'à un moment donné, il a retrouvé un travail, etc. Bon. Et peut-être même, qui sait, peut-être il va basculer de l'autre côté, il va devenir même millionnaire, pourquoi pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va dépendre tout simplement de ce que l'on va faire de notre vie. Mais pour cela, faites attention aux personnes qui sont autour de vous. Et qui vous disent, tu n'y arriveras jamais, tu es trop âgé. Ou tu n'y arriveras jamais parce que tu n'as pas les capacités. Si nous avons, je pense, les capacités, c'est à nous d'aller les chercher en profondeur. Aller au plus profond de la source, les chercher en nous. Mais en nous, pas à l'extérieur. D'accord? L'extérieur viendra après. Si nous cherchons, l'extérieur est là. Introspection. Vous voyez, introspection. C'est ça. Et après, les événements. Voilà, c'était une petite pensée du jour. J'avais envie de parler un petit peu de ça. Essayons de ne pas être trop dans la contradiction. C'est pas simple. Mais c'était pour vous dire combien il faut revenir à la raison, combien il nous faut revenir à la raison. Et arrêter d'être dans des trucs, complètement métaphysiques, machin, je sais pas. Voilà, non, 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 non. Ne laissez sous aucun prétexte les gens diriger votre vie. Aucun. C'est à vous, c'est à nous, en quelque sorte, à moi aussi, bien sûr, à trouver un sens à notre existence. Alors certes, je sais que c'est pas facile, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, parce que vous avez toute une influence extérieure qui est énorme. Et puis, par exemple, on a tous ces médias, on a les réseaux sociaux qui peuvent être un outil intéressant, mais en même temps qui peuvent être coercitifs. Vous voyez, c'est un côté coercitif. Donc peut-être il est plus intéressant de lire par exemple des livres sur le développement personnel. Achetez-vous un livre sur le développement personnel. Vous voyez, par exemple, moi j'en ai un qui s'intitule, je vais vous donner le titre, c'est Kevin Finel qui a écrit l'auto-hypnose, un manuel pour votre cerveau. Ça, c'est de la bombe. Comment en fait on peut trouver des solutions en nous. Vous voyez. Puis vous avez d'autres ouvrages, vous avez aussi des audios, etc. Vous voyez, vous avez plein de choses comme ça. Par exemple, le développement personnel est vraiment une chose intéressante. Ça vous permet en plus, la lecture, de vous canaliser en vous, vous coupez votre ordinateur, vous coupez votre téléphone portable et vous vous réservez pour vous, pour nous, quelque chose qui nous permettra de grandir en nous. Car si on se laisse emporter par vents et marées, on tournera en rond. Et c'est pour ça, vous voyez, il y a la pernition de ces outils. C'est-à-dire que, regardez, je vous parle, là j'utilise YouTube, c'est extraordinaire parce que je suis en train d'essayer de
Bah, je ne détiens pas la vérité, mais j'essaye de vous transmettre un message grâce aux réseaux sociaux. Il y aurait 30, 40 ou 50 ans, ça n'avait rien à voir. C'était différent. Mais en même temps, c'est pernicieux. Parce que bah, on se dit, ah, je suis, par exemple, moi je vous le dis, moi le premier, hein, je suis sur YouTube, bah, on devient très vite addictif. Hein. L'être humain aime bien le confort. Hein. Ça, c'est vraiment le gros problème. On n'aime pas l'inconfort. Mais oui, mais c'est l'inconfort qui nous apprend justement à grandir en nous. C'est plus on a l'inconfort et plus on grandit en nous. Voyez. Voilà. Donc, c'est pas simple, mais il faut croire en soi, plus que dans les autres. Parce que les autres, eux, veulent pas que vous réussissiez, la majorité du temps. Et quand vous réussissez, souvent, vous aurez malheureusement des personnes jalouses de votre réussite. C'est comme ça. C'est indéniable, parce qu'eux-mêmes n'ont pas été capables de réussir, alors ils sont jaloux de votre réussite. Donc ensemble, il est important de revoir donc la raison, hein, comme dirait l'autre, la raison doit gouverner notre vie et non l'irrationalité. Et puis, que tout se passe bien pour vous, pour moi, pour tous ceux qui ont compris cela. En tout cas, je vous remercie de cette écoute. Je vous souhaite en tout cas une bonne journée, plein de réussite pour vous. Et puis je vous dis à une autre fois. Au revoir tout le monde.